Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Quand vous êtes 3 fois champion du monde de suite, c'est pas une étiquette de favori que vous avez dans le dos, c'est une pancarte de cinéma. Je pouvais pas y aller sur la pointe de pied en fait, c'était marqué, c'était obligé que je gagne en fait. Le 28 août 2021, à Tokyo, Alexis Anquincan devient champion paralympique de paratriathlon, discipline alliant la natation, le vélo et la course à pied. Déjà sportif avant l'accident qui lui broie la jambe, nous allons découvrir aujourd'hui comment la compétition va le nourrir et lui offrir une nouvelle vie. Alexis Anquincan, bonjour. Bonjour. Elle est rangée où votre médaille olympique ? Elle est dans ma chambre, jamais très très loin, parce qu'elle me fait tellement rêver cette médaille que j'ai du mal à m'en séparer. Vous la regardez souvent ? Pas plus que ça quand même, mais je sais que si j'ai besoin, si j'ai un petit brin de nostalgie, je vais la chercher assez facilement. D'ailleurs, on dit médaille olympique ou médaille paralympique ? Pour moi, ça reste une médaille paralympique, mais elle a autant de sens qu'une médaille olympique, elle est aussi belle. Vous êtes né en Normandie, plus précisément à Yvetot, c'est en Seine-Maritime. Le 28 décembre 1985, vous avez eu une enfance très sportive. Oui, le sport a toujours fait partie de moi. J'ai commencé par du judo, qui n'a pas été très concluant. Voilà. Après, j'ai fait du basket, qui a été plus concluant. J'ai commencé à, je dirais, 7-8 ans et j'en ai fait jusqu'à 20 ans, en fait. Donc, ouais, le basket a été assez important pour moi, pour l'esprit collectif. Pouvoir effectivement échanger avec les partenaires. C'est là que j'ai commencé aussi à avoir un rôle de capitaine. Donc ouais, c'est un sport qui m'a vraiment apporté. Surtout que quand vous commencez un sport, c'est pas pour le loisir, puisque en basket, vous êtes arrivé au niveau régional. Ouais, promotion d'excellence région, donc c'était un bon niveau régional à l'époque. On avait une belle équipe de copains et ça marchait plutôt bien. Mais effectivement, oui, j'ai vraiment une ADN de faire du sport, mais côté compétition, pas du sport loisir. Voilà, quand je m'engage devant quelqu'un, souvent c'est essayer d'être le meilleur, ouais. Les Jeux Olympiques, la première fois que vous y avez pensé, la première fois que vous avez imaginé ces Jeux ? Premier truc qui me vient à l'esprit quand je parle de Jeux Olympiques, c'est la victoire de Marie-Jo Pérec. Je suis gamin devant la télé et je vois cette femme incroyable avec cette enjambée. Enfin, c'était monstrueux à voir, en fait. Et c'est vraiment cette personne qui va me faire rêver des Jeux, en fait. C'est cette personne qui va finalement me donner très jeune l'envie de découvrir des disciplines olympiques qui sont finalement peu connues, qu'on voit peu à la télé, mais qu'on a l'occasion de voir du coup grâce aux Jeux. C'est juste incroyable de voir cette force que les athlètes ont, de mettre tout à 100% pour aller chercher le Graal. Et finalement, on se rend compte que c'est tellement difficile, tellement ingrat. Pour ceux qui y arrivent, c'est tellement fort quoi, qu'on rêve tous de ça en fait. Après le basket, vous faites du full contact, ce qu'on appelle aussi la boxe américaine. Et vous êtes champion de France, moins 86 kilos en mai 2010. Mais c'est une vraie performance, champion de France. Vous êtes entré comme ça par hasard et vous finissez champion de France. Bon, après, je tiens à relativiser quand même, ça reste un sport amateur et c'est vrai que voilà, il n'y a pas la médiatisation autour de la boxe anglaise ou etc. Donc ce titre de champion de France, il était sympa à obtenir parce qu'il n'a pas été cadeau. Hein. Bien sûr que j'ai se battre. Voilà, il a fallu se battre, c'est le cas de le dire, d'échanger les coups devant des adversaires plutôt coriaces. Et c'est là que j'ai pris conscience aussi indirectement que j'avais vraiment des capacités physiques assez intéressantes et que finalement, peut-être que jusqu'alors, je ne les avais pas exploitées assez à 100% pour essayer de devenir un sportif de haut niveau, quoi. Parce que parallèlement, vous travaillez. C'est ça, ouais. Parallèlement, je travaille. Donc, j'ai un emploi de maçon-carreleur qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, en plus de ce milieu artisanal, je m'entraîne à peu près 10-12 heures par semaine. Donc, c'était déjà assez copieux, quoi. Et quelques mois plus tard, le 5 août 2010, vous êtes victime d'un accident sur un chantier où vous travaillez. Votre jambe est broyée et votre vie change en une fraction de seconde. C'est tellement violent dans un premier temps que je pense que vous mettez au moins 48 heures à réaliser réellement ce qui se passe, parce que c'est un cauchemar et que vous vous dites que vous allez vous réveiller. Et puis finalement, non, vous vous rendez bien compte que malheureusement c'est la réalité
Et c'est compliqué de ne pas avoir de vision finalement de quand la vie va reprendre en fait. Parce que là, cette vie, elle est interrompue brusquement. Et en fait, tout est noir autour de vous. La douleur, la souffrance, les opérations à répétition. Et en fait, vous pouvez rien gérer du tout, quoi. Votre jambe est broyée, mais les chirurgiens réussissent à la sauver. Vous faites une rééducation assidue, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de douleur aussi, mais ça fait trop mal. Et comment on fait quand on est sportif, alors déjà sportif de haut niveau, pour décider l'amputation ? Donc je me fais accidenter le 5 août 2010 et je vais avoir une première sortie d'hôpital au mois de octobre à peu près 2010. Sur ces 3 mois d'hospitalisation, je vais avoir 25 anesthésies générales. Vraiment, c'est très très violent ce que je vais subir. Et comme je suis quelqu'un d'assez têtu, en fait, dans un premier temps, parler d'amputation, c'est quelque chose qui est impossible. En fait, j'ai 24 ans à ce moment-là et je suis quelqu'un de vraiment obstiné et je vais tout faire pour sauver cette jambe médicalement, quitte à justement à ce que ça soit le plus douloureux possible et repousser l'échéance. Maintenant, il a fallu effectivement du temps et en fait du 5 août 2010, je vais demander moi-même l'amputation en septembre 2013. Donc il a fallu un sacré cheminement physique et psychologique, j'imagine. Exactement. L'aspect psychologique a énormément joué, il a fallu du temps, on peut pas prendre une décision comme ça à la hâte. Et ça a été une décision mûrement réfléchie et voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui regrette pas du tout d'avoir fait ce geste-là. Quand vous prenez cette décision, vous vous dites que vous referez plus jamais de sport ? Alors non, bien au contraire, quand je prends cette décision, je me dis mais là c'est maintenant que tout recommence. C'est vraiment, pour moi c'est la solution ultime justement de pouvoir refaire ce que je veux avec mon corps comme j'en ai envie de façon la plus libre possible, quoi. Puisqu'en fait ces 3 ans d'opération à répétition vont me permettre d'avoir sauvé ma jambe médicalement, mais finalement cette jambe c'est un fardeau au quotidien. Je suis pas capable de faire ce que je veux, je boite, je souffre énormément. Et en fait, je me rends compte que je suis pas épanoui dans ce corps qui finalement est entier, mais ne me permet plus de faire ce que j'ai envie de faire. Et finalement, cette amputation la future prothèse va me permettre de refaire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Bien appareillé, on est capable de vraiment faire des choses extraordinaires, quoi. Vous décidez de reprendre le sport et vous choisissez un sport parmi les plus difficiles, le triathlon. Le triathlon, c'est quand même 3 sports en un. Donc c'est encore plus difficile, c'est encore plus de difficultés pour se réapproprier son corps dans des éléments différents, que ce soit en natation, à vélo ou à la course. Pourquoi le triathlon ? Ben justement parce que vous l'avez évoqué, c'est un des sports les plus difficiles. Ça l'est déjà quand on a ses 2 jambes et ses 2 bras. Donc forcément ça l'était encore plus pour quelqu'un avec une prothèse au niveau de la jambe. J'avais vraiment envie de me prouver à moi et prouver aux gens finalement que ce bout de jambe en moi, ça allait me rendre encore peut-être plus fort, que j'étais prêt à repousser des limites comme jamais j'avais pu repousser au niveau de mon corps. Et je me souviens d'une phrase que ma femme a eue à l'hôpital en me disant « Mais tu as la chance de repartir de zéro, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire ?» Et là, en fait, c'est une étoile qui s'est mise à scintiller dans mes yeux en me disant « Mais en fait, j'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau. » Cette occasion que j'ai aujourd'hui, mais je vais la saisir à 100%, quoi. Et donc, je vais partir dans ce rêve complètement fou d'essayer de devenir le meilleur paratriathlète. Très vite, sur mon lit d'hôpital, je rêve des Jeux de Tokyo, mais sans rêver de les gagner ou sans rêver de faire une médaille. En fait, je rêve d'y participer. Ça va pas être simple, mais je vais beaucoup m'entraîner pour et je pense que les résultats sont pas si mauvais que ça, quoi. C'est un soutien inconditionnel de la part de votre femme, de la part de votre famille. Sans eux, c'est impossible. Non, sans eux, c'est impossible. Voilà, ma femme a toujours été là depuis le début. J'étais déjà avec elle au moment de l'accident. On s'est mariés depuis, on a eu 2 enfants. Donc voilà, ça n'a fait que consolider tout ça. Et bien sûr que les proches, etc., c'est un soutien inconditionnel parce que faut bien se rendre compte qu'une carrière de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices et que forcément, si la famille n'y croit pas, ça peut pas marcher en fait. Elle y croyait plus que vous ? Elle y croyait un peu moins que moi, pour être franc. Voilà, c'est quelqu'un qui... Je suis le feu, elle est la glace, on va dire, pour résumer un peu les choses. Parce que vraiment, moi, j'y suis parti à 100% dans ce projet. Et elle essayait toujours de tempérer un petit peu pour justement éviter que je tombe d'un peu trop haut. Et en fait, elle voulait pas que je sois trop déçu, en fait. Vous êtes parti de rien. Et ça a été quoi les étapes pour se remettre au sport, pour trouver une prothèse ?
La plus grande difficulté, en fait, finalement, c'est que les prothèses de sport ne sont pas prises en charge, ne sont pas remboursées. Et que finalement, quand je dis à mon prothésiste que j'ai des prothèses à lui faire qui sortent de l'ordinaire, et lui, il est plutôt OK sur le sujet, sauf que malheureusement, il faut le financer, quoi. Donc c'est ça la plus grosse difficulté. Et puis après, forcément, il faut aussi façonner son corps, puisque quand on est quelque temps en ayant eu très peu d'activité, et finalement ce moignon aussi, il va falloir le façonner, donc il va falloir maigrir, il va falloir s'assécher, il va falloir se muscler, et donc essayer de quantifier les petites blessures qui peuvent apparaître, parce que forcément les impacts de la course à pied sont assez violents, et que du coup on essaye d'aménager au mieux les entraînements et les semaines pour essayer d'aller sur de la performance sans malheureusement les contraintes des blessures, quoi. Surtout que vous avez choisi le triathlon, et si je peux me permettre, vous n'avez pas tout à fait le physique d'un triathlète. Vous faites 1m95, normalement les triathlètes sont un peu plus petits. Ouais, mais j'aime bien casser les codes. Justement, je vois ça. Pourquoi il faudrait rester En France, on aime bien avoir des cases, vous savez, avec des standards. Non, justement, il y a des gens qui sont pas standards. Donc effectivement, j'ai un gros gabarit, on va dire, pour un triathlète classique. Mais justement, j'arrive à prouver que malgré tout, on arrive à être performant avec un gabarit un peu plus conséquent que la moyenne. Racontez-nous votre première compétition de paratriathlon. La première fois que, ça y est, vous êtes au départ de la course. Alors, ma première compétition de paratriathlon, c'est en 2016. C'est le championnat de France. Puisque je me suis très vite dit que pour rêver de performer au niveau international, il fallait très vite me jauger au niveau national. Et je me souviens très bien, c'était à Montluçon, donc c'était censé être un triathlon, et en fait la veille de la course, cette course est basculée en duathlon à cause de la température de l'eau qui est vraiment trop froide à cette saison, c'était au mois de mai, et donc j'étais forcément très 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 déçu parce que je m'attendais vraiment à faire un triathlon. Et ce qui m'interloquait un petit peu aussi, c'est que la veille de la course, en fait, j'entendais les bruits de couloir qui disaient déjà en fait le résultat de la course, c'est-à-dire que les 3 meilleurs Français étaient au départ de la course, et donc les 3 places sur le podium étaient déjà prises, quoi. Oula, ça n'a pas dû vous plaire. Ça m'a chatouillé un petit peu l'esprit, parce que je me suis dit effectivement, ça reste du sport, et donner des résultats, des pronostics avant l'heure, c'est jamais forcément très bon. Et la preuve, ça n'a pas été très bon. Puisque le lendemain, j'ai la bonne idée de battre deux membres de l'équipe de France, et donc de gagner une médaille d'argent. Ce jour-là, c'était une très très belle médaille que j'avais été chercher, et ça a été le début finalement de mon aventure au sein de la Fédération française de triathlon, puisque l'entraîneur national était présent, et il a vu il a vu presque un alien débarquer en me disant: mais t'es qui, tu viens d'où, tu fais quoi, enfin voilà, il savait pas du tout, quoi. Donc, surtout qu'on est 3 ans après votre amputation, c'est très court. C'est ça, c'est très court, et finalement à ce moment-là, j'avais pas du tout de planning d'entraînement, j'avais pas d'entraîneur, je m'entraînais qu'avec ma hargne et mon envie, et bon voilà, depuis je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, il y avait des petites choses à ajuster, quoi. Le regard des autres, il change. Là, tout le monde y croit à partir de ce moment-là. Ouais, là, à partir de là, ça commence à être concluant, parce qu'effectivement, quand l'entraîneur national vous dit qu'il a décelé quelque chose, c'est que je pense que ce jour-là, moi j'en étais capable, j'en étais convaincu, mais encore une fois, il faut le faire, parce que des champions de l'entraînement, il y en a beaucoup, mais des champions de compétition, il y en a un peu moins, quoi. C'est-à-dire répondre présent le jour J, c'est un peu plus difficile. Et moi, c'est le début de cette belle histoire, en fait, qui s'écrit ce jour-là, en fait. Vous intégrez donc l'équipe de France, et l'année suivante, en 2017, vous commencez les compétitions internationales. Ça commence par le championnat d'Europe. On est le 16 juin 2017 à Kitzbühel, en Autriche. Il pleut des cordes. C'est la première fois que vous participez au championnat d'Europe. Racontez-nous cette course et cette première fois. Effectivement, c'est une grosse pression, puisque pour moi, en tant que Français, représenter mon pays, c'est déjà exceptionnel. Donc là, arriver sur un championnat d'Europe, Kitzbühel, en plus, quelque chose d'assez sympa. C'est un lieu mythique. Et je me souviens très bien d'avoir vraiment un site de course super bien aménagé, avec des belles moquettes bleues. Enfin, vraiment, c'était vraiment chouette. La veille de la course, on avait, je pense, pas loin de 30 degrés. Il faisait une chaleur vraiment montagnarde. Ça cognait vraiment très fort. Et effectivement, il a plu des trombes et de
30 degrés, on est passé peut-être à 12 ou 14 degrés. Enfin, vraiment, ça avait une chute libre terrible. Il fallait vraiment essayer de gérer le parcours vélo parce que c'était vraiment détrempé à 100%. Et je me souviens qu'à la fin de la course, beaucoup d'athlètes avaient des combinaisons de survie parce qu'ils faisaient un ressenti vraiment très très frais. Et voilà, j'ai le bonheur d'entendre ma première Marseillaise. Enfin, vous remportez la course, donc la couverture de survie, elle est dorée, mais vous, c'est surtout la médaille dorée. Ouais, moi, j'ai pas pris la couverture de survie, je les ai laissés aux autres, j'ai juste pris la médaille. Non, ouais, c'était exceptionnel. Parce que c'est une première participation internationale, ces championnats d'Europe, et c'est un premier succès. Vous vous attendiez à ce que ce soit aussi rapide, entre guillemets ? Non, je m'y attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Et je m'attendais surtout pas aussi à pouvoir répondre présent assez rapidement à cette pression, finalement, à cette attente. Parce que c'est pas évident, finalement, aussi de gagner en ayant à un moment une certaine étiquette aussi de favori. Et il y a une pression en fait qui vient s'accumuler en plus du résultat. Parce que si on reprend le cours de cette année-là, vous remportez donc ces championnats d'Europe. Puis le dimanche 3 septembre, c'est les championnats de France. Donc là, favori, et vous remportez ces championnats de France. Et après, direction Rotterdam pour les championnats du monde. Ouais. Ça s'enchaîne très vite. Ouais, tout à fait. Ouais. 2017, pour moi, c'était une très belle année puisque effectivement, donc je vais gagner les championnats d'Europe, les championnats de France et les championnats du monde. Et en fait, c'est la vraie bascule qui va s'opérer pour moi. C'est-à-dire qu'avec ces résultats, je vais pouvoir intégrer les listes ministérielles en tant que sportif de haut niveau. Et donc, je vais pouvoir vraiment m'aménager un temps de travail pour pouvoir justement m'entraîner de plus en plus et de façon plus professionnelle par la suite, en fait. Vous remportez tous les championnats auxquels vous participez après, avec en ligne de mire cette espèce d'autoroute qui vous mène à Tokyo, aux Jeux de Tokyo 2020. C'est ça. Je suis super content et pour moi, un des plus gros moments de ma carrière, ça reste le championnat du monde en 2019 à Lausanne, puisque pour moi, en fait, il y a une double pression sur cette course-là. C'est d'essayer d'être pour la 3e fois champion du monde de suite. Et surtout, en fait, en étant champion du monde, ça me valide mon quota pour les Jeux de Tokyo. Donc là, je me souviens de ce franchissement de ligne où en fait, j'ai vraiment une excitation exceptionnelle, où en fait, je prends conscience que mon rêve de Tokyo, ça y est, il vient de se réaliser en fait. Je vais à Tokyo, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort, puisque voilà, en tant qu'athlète, une course à la qualification olympique, paralympique, ça reste quand même quelque chose de pas si simple. Il y a toujours beaucoup de pression autour. Et là, ce jour-là, ça y est, c'est fait, quoi. Je suis tellement fier de ça. Sauf qu'on est le dimanche 1er septembre 2019 et quelques mois plus tard, c'est la crise sanitaire, le Covid. Le Covid qui interrompt toute activité pendant 2 mois et la question de la tenue des Jeux se pose sérieusement. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Vous vous dites c'est pas possible, je me suis qualifié pour des Jeux, ils vont pas avoir lieu? Moi, dans un premier temps, pour moi, je me dis c'est impossible que ces Jeux ils aient pas lieu, parce que voilà. Parce que je suis qualifié. Parce que je suis qualifié, mais surtout parce que j'en ai envie et que c'est pas possible, quoi. Et ça fait tellement longtemps que je m'entraîne pour ça que voilà, c'est inédit en fait. Jamais des Jeux ont été repoussés, quoi. Donc dans un premier temps, je suis très confiant et ce premier confinement, je vais m'entraîner de façon très très sérieuse à la maison. Oui, vous vivez en Normandie. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un peu de quoi m'amuser à la maison pour. Le gros point noir, c'est de pas pouvoir nager, mais finalement j'ai un peu d'appareil de muscu et je m'entretiens pour me dire bon voilà, ça va être passager. Et puis finalement, quand cette annonce des Jeux tombe, que le coup près tombe et que c'est repoussé d'1 an. Et là en fait c'est compliqué parce que qu'est-ce qui dit que l'année prochaine on sera dans la même situation, qu'on sera aussi performant, qu'on sera aussi motivé, qu'on sera aussi En 2020 vous avez 35 ans. Bien sûr, ça joue, donc voilà, je me voyais pas repousser l'échéance. Pour moi tout était calé dans ma tête, voilà, et c'est vrai que ça a été très très particulier. Maintenant, j'ai essayé de tirer des conclusions de ça, des forces de cette situation-là. Et finalement, je me suis dit, ok, le climat de Tokyo, on le connaît, il est très violent, il est très chaud, très humide. Et finalement, l'année supplémentaire, je vais essayer de la bonifier en essayant de me préparer encore mieux et en commençant à mettre des séances de thermoroom en place. Donc une thermoroom, c'est une pièce que vous allez chauffer et que vous allez reproduire les mêmes conditions climatiques que Tokyo. Donc Tokyo, environ 30 degrés et 80% d'humidité.
Donc moi, je vais avoir une petite pièce où je vais faire la même chose. Ah, vous faites du sport dans un sauna, en fait. Ouais, c'était un peu ça le principe. Et donc pendant 1h30 à peu près, je faisais des séances de vélo à l'intérieur. Et je perdais quasiment 2 kilos en 1h30 de séance en ayant bu quasiment 4 litres en fait. Donc c'est des entraînements qui étaient très très violents. Vous êtes dans un tel stress dans ces entraînements-là, en fait, physique et psychologique. C'est tellement dur que du coup, forcément, quand vous vous retrouvez à l'air libre, finalement, les 30 degrés sont pas tout à fait les mêmes que dans une pièce enfermée, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même de l'air qui circule. C'est ça. Les Jeux paralympiques sont donc reprogrammés du 24 août au 5 septembre 2021. Pendant l'année du Covid, il n'y a pas eu de compétition internationale. Les championnats du monde sont annulés. À quel moment vous reprenez conscience de votre niveau international ? En fait, c'est effectivement l'année 2020, on a juste 2 petites courses. La fédération avait œuvré pour faire un championnat de France. Donc au moins, au mois de septembre en 2020, on avait eu un petit championnat de France qui permettait d'avoir un petit rappel de quelque chose quand même. Que vous avez remporté, je le précise. Et puis on avait juste une petite Coupe du Monde au Portugal, pareil, fin septembre, début octobre. Où c'était un peu floué parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'étrangers. Alors les Européens étaient présents quasiment tous, mais par contre tout ce qui était japonais, américain, tout ça, ils n'avaient pas pu faire les déplacements. Donc c'était. Mais quelque part, moi j'y voyais un peu de positif, puisque ça voulait dire que si on était capable de refaire une course là en fin d'année comme ça, sans vraiment d'enjeu, l'année prochaine, c'est sûr, ça reprendrait. Donc du coup, je repasse un hiver 2020-2021 plein d'espoir, parce que je me suis dit là c'est quand même bon signe. Et donc effectivement, l'idée c'est de très vite de se reconfronter aux meilleurs athlètes internationaux pour me voir si certains avaient réussi à élever leur niveau, si moi où est-ce que je me situais vis-à-vis d'eux, etc. pour essayer de mettre le plan en marche pour gagner Tokyo, quoi. Justement, 2021, vous participez à plusieurs étapes des séries mondiales. Vous vous imposez notamment à Yokohama au Japon. À Leeds, en Angleterre, c'est avant les Jeux. Donc là, vous arrivez, vous vous dites, j'ai retrouvé mon niveau, je suis en haut de la pile mondiale. Ouais, je suis très confiant à ce moment-là. Je suis très confiant puisque, effectivement, je me rends compte que j'ai passé un peu un certain cap en natation, en fait, où là, je suis vraiment en capacité de faire très mal à mes adversaires dès le début de course. Et oui, ça, je rappelle que le paratriathlon, ça commence par la natation. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour moi, puisque tout de suite, quand vous êtes en capacité de mettre un gros rythme dès le début et que vous gagnez déjà une trentaine ou quarantaine de secondes sur vos adversaires, tout de suite, ça fait déjà des différences, quoi. Psychologiquement, pour les autres, c'est plus dur. Exactement. Donc là, je suis dans une spirale très positive. Et puis, je vous dis, à la fin de Leeds, effectivement, je continue à faire des périodes d'entraînement en thermoroom, où en fait je me rends compte que ça me fait vraiment du bien, alors du mal d'un certain côté, mais du bien de l'autre, et en fait effectivement je vais partir pour Tokyo avec un esprit conquérant, en ayant une certaine humilité, parce que je voulais quand même je tiens beaucoup à saluer mes adversaires et ils me rendent forcément la tâche la plus ardue possible, mais je me voyais pas passer à côté de mes jeux, parce que quand tous les voyants sont en vert, il faut pas chercher du noir et il faut y aller, quoi. Personne n'a été plus rapide que vous depuis vos premiers championnats du monde en 2017. Ne pas être champion olympique, ça serait un échec? Ah bien sûr. En fait, Tokyo, là, c'était plus un point de passage pour y participer. Pour moi, c'était la dernière médaille qui me manquait à mon palmarès. Et en fait, c'était juste inconcevable de passer à côté de cette course. Donc, quand vous êtes 3 fois champion du monde de suite, c'est pas une étiquette de favori que vous avez dans le dos. C'est une pancarte de cinéma. Donc je pouvais pas y aller sur la pointe de pied, en fait. C'était marqué, c'était obligé que je gagne, en fait. Et ça, cette pression, elle était forte. Mais justement, je l'avais transformée de façon positive en me disant, mais oui, effectivement, si j'en suis là, c'est parce que je l'ai mérité, en fait. J'ai rien volé à personne, j'ai beaucoup travaillé pour ça, j'ai beaucoup œuvré pour ça. Et que maintenant, j'ai plus à me cacher, j'ai pas à me cacher, il faut que j'y aille, quoi. Samedi 28 août 2021, base nautique d'Odaiba, au large de Tokyo, au Japon. Vous prenez le départ de votre premier paratriathlon olympique. Ça se passe à huis clos à cause du Covid. Mais ça y est, vous y êtes. On se sent comment sur la ligne de départ ? Excité. Très très excité. Moi je me souviens être sur le ponton et avoir presque des fourmis sous les fesses, tellement j'ai qu'une envie, c'est de me balancer dans l'eau, quoi.
On a un réveil très tôt puisque la course était à 7h du matin, heure locale, je crois. Donc moi, j'ai dû avoir un réveil vers 3h30. Et tout de suite, le réflexe que j'ai, c'est que j'ai ouvert la baie vitrée de ma chambre pour voir un petit peu la sensation extérieure. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à 3h du matin, il y avait, je pense, 27-28 degrés, quoi. Il fait très chaud même la nuit, enfin, ça redescend jamais. Et finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir justement des conditions chaudes et humides comme je les attendais en fait. 30 degrés, 87% d'humidité. C'est ça. L'eau au Daïba était à 30,5. Et en fait, ouais, je suis impatient de prendre le départ. Konnichiwa à tous, bienvenue à Odaiba Marine Park, le site sur lequel va se dérouler cette magnifique épreuve, le paratriathlon avec, vous le savez, Alexis Anquincan ici à l'image, immense favori de la discipline. Il est 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Vous vous dites quoi dans les premières secondes de la course? Les premières secondes, je me mets à douter. Puisque l'anglais, Michael Taylor, là, il part vraiment très fort en natation. Je sais que c'est un bon nageur. Mais là, en fait, j'ai presque du mal à le suivre, en fait. Et j'ai pas l'impression de me traîner. Et j'ai vraiment une sensation de doute en me disant, mais est-ce que c'est vraiment lui qui est dans un grand jour? Est-ce que c'est moi qui est vraiment dans un mauvais jour? Et en fait, très vite, au bout de 30-40 secondes, je vois qu'il baisse un petit peu. Je viens à sa rencontre, en fait, et je fais deux mouvements de tête pour regarder la tête qu'il a et je vois qu'il est pas bien en fait. Je vous arrête, excusez-moi Pierrick, mais regardez, il y a Alexis Anquincan qui est en train de prendre les devants là sur le Britannique, un Britannique qu'il faut surveiller car c'est un très bon nageur. Il s'appelle Michael Taylor. Alors je ne sais pas si c'est du bluff ou pas, donc je décide de passer devant. Et en fait, je sens juste sa main me toucher le pied une seule fois et j'ai l'impression très vite qu'il est plus là en fait. Et regardez là déjà comment notre champion tricolore est en train de déposer littéralement le Britannique. Et je me dis mais en fait c'est lui qui est parti trop vite et donc je vais rester sur ce même rythme en fait où finalement j'étais dans mon bon rythme et je me souviens être sorti de l'eau et que le coach m'annonce 40 secondes d'écart avec lui à la sortie de l'eau alors que je m'attendais sortir avec lui en fait. Et donc là très vite, en fait, je prends conscience que déjà prendre 40 secondes sur toute la meute, c'est déjà assez conséquent et que finalement, je suis pas mal parti dans cette course, en fait. Donc là, on enchaîne, on retire le bonnet de bain, les lunettes de natation, on saute sur le vélo, on met le casque, on saute sur le vélo. Et donc, je vois que l'anglais est finalement vraiment pas dans un grand jour et finalement, de la deuxième place, il va rétrograder. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que ça veut dire que s'il rétrograde, ça veut dire que je suis en train d'élargir mon temps sur le deuxième, écraser les écarts. Et donc voilà, donc je me précipite pas, mais vraiment je suis en train de gérer mon vélo pour justement me concentrer plus sur moi-même et pas finalement sur ce qui se passe derrière. Et donc là, je vais retourner dans le parc à vélo pour déposer mon vélo et partir sur la course à pied, qui reste un de mes points forts aussi. Donc voilà, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais quand même, la course est très bien engagée à ce moment-là. Et puis, donc j'ai 4 tours à faire de 1 km de 250 pour faire les 5 km. Donc la course se passe très très bien. Et dans mon 3e tour, peut-être un moment de relâchement un petit peu. Il y a une courbe assez serrée sur la droite. Je vais prendre un peu trop d'angle pour essayer de faire vite cette courbe. Et en fait, ma lame va glisser en fait sur l'enrobé, puisque cette humidité du coup est tellement impermanente que du coup même les routes sont un peu glissantes. Et en fait, je me fais un croche-patte tout seul. Et voilà, c'est la chute, ça arrive hein, dans des virages serrés comme ça, notamment avec une prothèse qui glisse. On espère qu'il n'y a pas de bobo pour Alexis. Donc la grosse crainte, alors c'est tout de suite en fait de regarder le matériel, de regarder la prothèse pour savoir si justement j'ai pas abîmé quelque chose pour être en capacité de finir la course, quoi. Oui, il n'y a pas de problème pour Alexis Anquincan. En plus, il a quand même suffisamment d'avance. Et voilà, j'ai la bonne idée de effectivement d'avoir cette dernière ligne droite, l'opportunité de saisir le drapeau bleu-blanc-rouge, de le lever haut et fort et franchement ça reste une dernière ligne droite qui est si incroyable parce que finalement c'est 5 ans de dur labeur, c'est 5 ans de sacrifice, à tous ces entraînements passés à repousser les limites tout le temps et tout ça c'était pas pour rien en fait. Et la famille, les 2 enfants, la femme à Rouen qui doivent regarder devant leur écran et qui savent que ça y est, tous ces efforts payent. Le voilà, il est champion paralympique. Alexis Anquincan. Voilà, le seul point noir c'est de ne pas avoir eu ma famille à Tokyo pour célébrer ça avec eux. Mais très vite en fait quand je franchis la ligne, j'envoie un gros bisou à la caméra et c'est pour eux en fait parce que je sais qu'ils sont derrière la télé à la maison. Et voilà, c'est énorme, c'est énorme.
Cette première médaille, c'est qu'une étape? J'espère que c'est qu'une étape, ouais. En tout cas, je suis très, très content d'avoir réussi cette étape parce que c'est pas rien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de pouvoir la valider, celle-ci. Donc, j'en suis très, très content, très heureux, mais très voilà. Fier? Ouais, fier, oui, forcément, parce que il n'y a pas un seul médecin qui aurait misé 1 euro sur moi à l'époque. La jambe était tellement abîmée, et encore aujourd'hui, j'ai des cicatrices qui sont assez problématiques. Et pas une seule personne pensait à l'époque que ça soit une bonne idée de refaire du sport à haut niveau, et encore moins en triathlon. Donc ouais, forcément beaucoup de fierté pour ça. Et puis j'espère que c'était une étape et que je vais en valider une prochainement. Moi, je peux en avoir encore une autre, ça me dérangerait pas. J'ai encore de la place autour du cou. Merci beaucoup Alexis. Merci. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.